Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de t'apprendre les bases de la nutrition pour que tu fasses tes choix alimentaires en toute connaissance de cause. C'est pourquoi je vais faire 3 vidéos, une sur chaque macronutriment, les glucides, les protéines et les lipides. Donc là, comme tu l'as lu dans le titre, on va parler des glucides. Au travers de cette vidéo, je vais t'apprendre qu'est-ce que c'est les glucides, quelle est la science derrière. Je vais bien sûr te donner mes conseils et aussi au passage, je vais te montrer pourquoi certaines idées reçues sont des idées reçues. Donc ça va être une vidéo assez riche en informations, surtout si tu n'as aucune base en nutrition. Et même si tu t'y connais, je pense que tu apprendras forcément des choses. Je te propose donc de commencer directement. Alors, c'est quoi les glucides ? Les glucides, c'est un macronutriment, au même titre que les protéines, les lipides. Et le quatrième dont on parle pas souvent, c'est l'alcool, qui est à consommer avec ton ami modération, je le rappelle. On se retrouve dans un cadre un peu différent parce que je me suis rendu compte en faisant le montage que je m'étais trompé dans l'utilisation de deux termes. Donc je préfère refaire la partie a posteriori plutôt que de devoir faire une sorte de montage. Il existe donc 3 types de glucides. Il y a la première, ce sont les monosaccharides. Donc ce sont le glucose, le fructose, le galactose. Donc ce sont les sucres avec une seule molécule. Le deuxième type de glucides, ce sont les disaccharides. Donc eux, ce sont 2 monosaccharides accrochés entre eux. On retrouve par exemple le lactose, qui est le sucre du lait, qui est lui par exemple composé de glucose et de galactose. Mais on retrouve par exemple aussi le saccharose, donc c'est le sucre que tu utilises pour faire tes gâteaux, ou le sucre de table que tu mets dans tes yaourts. Et lui, il va être composé de glucose et de fructose. Donc ces 2 premières familles, ce sont ceux qu'on appelle les sucres simples. Donc à l'arrière d'un paquet par exemple nutritionnel, dans le tableau, lorsqu'il y a marqué glucides dont sucre, dans le don sucre, on parle de ces sucres simples, donc des monosaccharides et des disaccharides. Et la troisième famille, ce sont les polysaccharides. Donc eux, ils vont être composés de 3 molécules ou plus. Et donc eux, c'est ceux qu'on appelle les sucres complexes, et on retrouve par exemple dedans le glycogène ou l'amidon. Voilà pour cette partie corrigée. Au cours de la digestion, tous tes glucides, qu'ils soient simples ou complexes, ils vont être transformés en glucose, car c'est la façon dont notre corps fonctionne. En termes d'apport énergétique, 1 gramme de glucides va te faire prendre 4 kcal. Les glucides aussi sont dits non essentiels, car notre corps il possède plein de mécanismes pour fabriquer du glucose, même si on ne lui apporte pas de glucides. Donc d'après les recommandations, la part de glucides doit représenter entre 40% et 55% de ton apport calorique journalier. Et les sucres simples ne doivent pas dépasser les 5%. Imaginons que tu manges 2000 kcal par jour, 5% de 2000 ça fait 100 kcal. Et donc en termes de grammage, il suffit de diviser les 100 par 4, et ce qui nous donne 25. Donc tu ne devras pas manger plus de 25 grammes de sucre simple. D'une manière générale, si tu es sportif ou tu es adolescent, ou en tout cas que tu es actif physiquement, n'hésite pas à manger pas mal de glucides. Par contre, les limiter, c'est une solution facile, simple et sans danger de perdre du poids. Pour comprendre maintenant comment sont utilisés les glucides, il faut savoir c'est quoi la glycémie. Donc la glycémie, c'est ton taux de sucre sanguin, le nombre de molécules de glucose que tu as par litre de sang. Donc ta glycémie est amenée à varier au cours de la journée. Elle augmente après un repas et elle diminue naturellement car tu bouges, tu réfléchis ou juste de par ton métabolisme de base. Donc ta glycémie elle doit être comprise entre 0,7 g par litre de sang et 1,1 g par litre de sang. C'est pourquoi ton corps il possède des mécanismes pour soit donner du glucose dans le sang ou soit reprendre du glucose au sang. Après un repas, ta glycémie est haute. Tu es donc en hyperglycémie. Tu as trop de glucose dans le sang. Donc ton corps doit envoyer une partie du glucose dans tes cellules pour qu'il soit utilisé immédiatement. Une autre partie du glucose va être stockée sous forme de glycogène pour une utilisation ultérieure. Et en fait, si tes stocks de glycogène sont déjà pleins, alors le restant du glucose va être stocké sous forme de triglycérides dans les adipocytes qui vont former le tissu adipeux, donc c'est ton gras, tout simplement. La formation du tissu adipeux, c'est ce qu'on appelle la lipogénèse.
Le deuxième cas, c'est si ta glycémie est trop basse. Donc il faut mettre du glucose dans le sang. Donc ton corps est capable d'hydrolyser le glycogène en glucose. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse, la destruction du glycogène. Premièrement, ton foie il va être capable de réaliser une telle opération pour amener du glucose dans le sang. Donc là, on va parler de réserve publique car ce glucose va pouvoir être utilisé par toutes les cellules de ton corps. Par contre, si les stocks de glycogène sont déjà à plat, alors ton foie va devoir fabriquer du glucose à partir d'autres nutriments. On appelle ce phénomène la néoglucogénèse. Ton foie va dégrader les acides aminés glucoformateurs pour fabriquer du glucose. En d'autres termes, ton foie va dégrader tes muscles pour fabriquer du glucose. Tes cellules musculaires sont aussi capables de transformer leur glycogène en glucose. Cependant, dans ce cas, on va parler de réserve privée car ce glucose va être uniquement utilisable par ces cellules musculaires. Et enfin, tes adipocytes. Donc comme je te l'ai dit, le glucose était stocké dans les adipocytes sous forme de triglycérides. Donc tes adipocytes vont être capables de retransformer ces triglycérides en glycérol. Et ce glycérol va être transformé dans le foie en glucose. Donc là, on va parler de lipolyse. Donc c'est la destruction du tissu adipeux. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le rôle du foie, on va parler d'un autre organe qui sécrète beaucoup d'hormones, mais notamment deux hormones, le glucagon et l'insuline. Et cet organe, c'est le pancréas. Effectivement, le pancréas va détecter les variations de la glycémie et va sécréter plus ou moins de glucagon ou d'insuline en fonction des cas. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. Elle est responsable de faire rentrer ton glucose dans tes cellules pour une utilisation immédiate ou pour être stocké sous forme de glycogène. A contrario, le glucagon, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Le glucagon va ordonner au foie de brûler le glycogène pour fabriquer du glucose. Donc, dans le cas d'une hypoglycémie, il faut faire augmenter le taux de glucose dans le sang. Donc, ton pancréas va sécréter du glucagon pour ordonner au foie de brûler le glycogène et il va sécréter moins d'insuline parce que l'insuline est hypoglycémiante. Et à contrario, lorsque tu es en hyperglycémie, ton pancréas va sécréter plus d'insuline pour faire diminuer ton taux de glucose dans le sang et il va sécréter moins de glucagon parce que le foie n'a pas besoin d'envoyer autant de glucose dans le sang. Je vais faire une petite aparté sur le stress et son rôle par rapport à la gestion de la glycémie. Donc lorsqu'on est stressé, on sécrète beaucoup d'hormones, mais une des hormones, c'est l'adrénaline. L'adrénaline va impacter le foie et elle va impacter le pancréas. Donc elle va impacter le foie en lui disant de sécréter plus de glucagon. Donc le glucagon, je le répète, il va ordonner au foie d'hydrolyser le glycogène pour le transformer en glucose. Et ton adrénaline, elle va aussi ordonner au foie d'hydrolyser le glycogène pour le transformer en glucose. Donc c'est une action complémentaire et le résultat sera une hyperglycémie. Le problème, c'est que cette hausse de glycémie n'est pas due à une hypoglycémie, contrairement au schéma de régulation classique. Mais là, en fait, il s'agit d'un mécanisme de défense visant à anticiper la production d'un effort intense. Le souci, c'est que de nos jours, lorsqu'on est stressé, on est par exemple au travail et donc il n'y a pas cet effort intense. À long terme, l'exposition régulière au stress augmenterait la résistance à l'insuline. Donc, la résistance à l'insuline, c'est le fait que tes cellules soient moins sensibles donc, à l'insuline et donc fassent moins bien rentrer le glucose au sein de leur membrane. Donc le glucose resterait dans le sang au lieu d'aller dans les cellules. Cela favoriserait donc les maladies cardiovasculaires comme le diabète et l'hypertension. J'espère que j'étais assez clair jusque-là. Pour le moment, j'ai abordé comment notre corps réagissait face aux glucides. Et là, dans cette partie, je vais parler de charge glycémique et d'indice glycémique. C'est quoi l'indice glycémique d'un aliment ? C'est tout simplement sa capacité à faire élever ta glycémie plus ou moins fortement. Donc, plus la glycémie monte, plus l'indice glycémique sera élevé. Et le max étant 100 qui correspond au glucose. L'indice glycémique n'est pas lié à la complexité du sucre. C'est-à-dire qu'on a découvert que certains sucres complexes, comme les pains, les pâtes, les pommes de terre, etc., ils avaient un indice glycémique très élevé. En d'autres termes, ils faisaient fortement élever ta glycémie. Par contre, on a aussi découvert que des sucres simples, comme les fruits, ils faisaient augmenter ta glycémie
très faiblement. C'est pourquoi de dire qu'un sucre simple égale un sucre rapide et qu'un sucre complexe égale un sucre lent, et ben ça c'est totalement dépassé. La charge glycémique, quant à elle, c'est tout simplement l'indice glycémique multiplié par la quantité de glucides qu'il y a dans l'aliment. En fait, on part, on va dire, du postulat que manger 500 bananes fera augmenter ta glycémie plus fortement que de manger un morceau de sucre. Parce que les quantités étant différentes, alors la charge glycémique sera différente. L'indice glycémique et donc la charge glycémique de repas va varier en fonction de comment tu prépares ce dernier. Si tu rajoutes des protéines, des lipides ou des fibres, alors la charge glycémique va diminuer. Par contre, plus tu broies, en tout cas plus tu coupes ou plus tu broies un aliment, plus la charge glycémique sera élevée. C'est le cas de la purée qui a une charge glycémique supérieure à celle des pommes de terre, ou du jus de fruits qui a une charge glycémique supérieure aux fruits normaux. Et aussi, plus tu vas cuire un aliment, plus la charge glycémique sera élevée. Mais alors, c'est quoi le problème ou l'avantage de la charge glycémique? Alors, lorsqu'on mange, notre corps il va sécréter une quantité d'insuline plus ou moins importante en fonction de l'indice glycémique de l'aliment, car ta glycémie sera plus ou moins haute. Donc si ce dernier, donc l'indice glycémique est trop haut, il va se passer un mécanisme qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Donc peu de temps après avoir ingéré l'aliment, tu vas tomber en hypoglycémie du fait de la trop grande sécrétion d'insuline, provoquant ainsi une sensation de faim et de fatigue. En revanche, il n'y a pas de lien direct entre l'indice glycémique et la réponse insulinique. Donc la réponse insulinique, c'est la quantité d'insuline que ton corps va produire lorsque tu vas ingérer un certain aliment. Mais alors pourquoi? C'est tout simplement dû au fait que lorsque tu manges des protéines, tu auras la sécrétion d'un pic d'insuline qui va dépendre bien sûr de la quantité de protéines et de la source de protéines, alors que l'indice glycémique est presque nul, car dans les protéines, dans la viande en tout cas, il y a très peu de glucides. On entend souvent le fait que manger des aliments à indice glycémique haut ferait prendre de la graisse. Donc sur le papier c'est logique, car les stocks de glucogène étant déjà au max, alors notre corps n'aurait pas d'autre choix que de stocker l'excédent de glucose dans les adipocytes. De plus, l'insuline, c'est une hormone qui inhibe la lipolyse, donc la destruction de ton tissu adipeux. Dans la vraie vie, ce n'est pas vérifié. Les études tendent à montrer qu'on manque encore aujourd'hui suffisamment de preuves pour montrer qu'il y a un lien direct entre indice glycémique élevé et prise de gras. Le principal biais derrière cette affirmation, c'est tout simplement dû au fait que lorsqu'on est en hypoglycémie réactionnelle, on aura tendance à manger car on aura faim et donc on consommerait davantage de calories. De plus, les aliments qui ont une faible valeur nutritionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont peu de vitamines, peu de minéraux, peu d'oligo-éléments, ils sont très peu rassasiants. Et beaucoup d'entre eux ont un indice glycémique élevé. Mais la réciproque est fausse, c'est pas parce qu'on a un indice glycémique élevé qu'on a une valeur nutritionnelle faible. Donc à moyen terme, la consommation régulière d'aliments à indice glycémique élevé peut provoquer une résistance à l'insuline et donc provoquer des maladies cardiovasculaires comme le diabète, l'hypertension, la maladie du foie gras, etc. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Le principal facteur à ces maladies-là, ce n'est pas l'indice glycémique, mais c'est plutôt l'apport calorique total. D'autant qu'il y a des aliments qui ont un indice glycémique faible, comme le Nutella, mais qui sont totalement nuls nutritionnellement parlant, et d'autres aliments comme la pomme de terre, qui ont des indices glycémiques élevés, mais qui sont hyper intéressants car, par exemple, ils sont très rassasiants et donc, en mangeant des pommes de terre, on aura tendance à consommer moins de calories. Cependant, si vous souffrez déjà de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, etc., alors oui, faire attention à l'indice glycémique et à la charge glycémique est hyper important. Ouais. J'espère qu'au travers de cette partie, tu l'auras compris, c'est que l'indice glycémique va te servir dans le choix de tes aliments. Favorise les aliments complets aux aliments normaux, donc riz complet ou pâtes complètes au lieu du riz ou de pâtes normales. Intègre aussi dans ton alimentation des aliments à indice glycémique bas, comme les légumineuses et les légumes. Alors non pas parce qu'ils ont un indice glycémique bas, mais parce qu'ils sont hyper intéressants nutritionnellement parlant, riches en protéines, plein de vitamines, plein de minéraux, plein d'oligo-éléments, etc. Pour cette partie, je vais faire un rapide zoom sur le fructose, qui est un sucre qui fait plutôt débat. Donc le fructose, c'est un sucre simple qui est
généralement utilisé par les industriels parce qu'il a un fort pouvoir sucrant et un indice glycémique faible qui est de 19. Donc il est utilisé dans les sirops, dans les préparations industrielles, les gâteaux, les sodas, dans le sirop d'agave par exemple, et même dans les jus de fruits. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour montrer qu'une forte consommation de fructose est dangereuse pour la santé. Donc il va augmenter ton taux de triglycérides sanguins sous forme de VDLD, donc Very Low Density Lipoprotein. Il est aussi associé à une hausse du taux de gras dans tes muscles et dans ton foie. Il est lié aussi à une élévation de ton taux d'acide urique dans le sang. Quatrième point, il va favoriser l'inflammation de tes intestins. Et enfin, il y a une étude qui a montré que lors d'un régime riche en fructose, il y avait une fuite des bactéries intestinales dans le sang. En d'autres termes, ça rendrait l'intestin perméable. Et ça, c'est une très très mauvaise chose pour ta santé. Mais pourquoi le fructose est plus dangereux que le glucose ? En fait, c'est tout simplement que ces deux sucres simples ne sont pas métabolisés de la même façon lorsqu'on en prend de grosses quantités. Le fructose va être prélevé et métabolisé en un seul passage uniquement par le foie. Sauf que la capacité du foie à métaboliser ce fructose en glucose, elle va être vite fait dépassée. Il y a même une histoire de rétrocontrôle qui existe dans le cas du glucose, mais qui n'existe pas dans le cas du fructose. Donc, effectivement, lors de la glycolyse, donc c'est le fait de transformer ton glucose en pyruvate pour former de l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est ton énergie. Et la production d'ATP aura un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'elle va freiner la glycolyse. Et dans le cas du fructose, ce phénomène n'existe pas. Alors là, tu seras sûrement tenté d'arrêter toute source de fructose, quitte à arrêter de consommer des fruits. Donc c'est une très très mauvaise chose. Pourquoi ? 1. La consommation de fruits est bénéfique pour la santé. Plus tu manges de fruits, moins tu auras de maladies cardiovasculaires, plus tu auras de vitamines, de minéraux, etc. etc. De 2. Les fruits possèdent des fibres. Donc les fibres vont ralentir la digestion du glucose et donc ralentir son assimilation. De 3. On ne sait toujours pas à partir de quelle quantité de fruits le fructose va poser problème. Et enfin, un fruit contient qu'environ 10 grammes de fructose et donc on est bien en deçà des doses des études scientifiques. Par contre, ce que vous devez limiter voire supprimer, c'est tout le fructose qui est ajouté. Donc celui dans les plats industriels, celui dans les sodas et celui dans les jus de fruits. Il faut savoir qu'un jus de fruits n'a plus rien à voir par rapport à un fruit normal. Vous avez beaucoup moins de vitamines et de minéraux, vous n'avez plus de fibres, donc qui va ralentir l'assimilation du fructose. Donc l'indice glycémique sera aussi plus élevé car pas de fibres. Et enfin, vous aurez consommé l'équivalent de 3-4 fruits alors qu'en temps normal, vous aurez mangé par exemple qu'une orange. Pour cette dernière partie, on va parler du timing des glucides. Je vais répondre à la question, est-ce que manger des glucides le soir, ça fait grossir ? Sur le papier, c'est à peu près normal. Si on mange beaucoup le soir et qu'on dort juste après, alors on va être inactif physiquement et donc tout l'excès calorique, il va être stocké sous forme de gras. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin, ça veut dire que si on mange beaucoup le soir, alors on va manger moins la journée. Donc à total calorique égal. Donc la journée, on brûlerait de la graisse. Et le soir, on en prendrait. Et donc, au global, on serait à un état d'équilibre. Et deuxièmement, il faut se poser la question, est-ce que tu es réellement actif physiquement après avoir pris un gros repas le midi ? Généralement, tu vas travailler, donc tu es sédentaire. Et donc la situation n'est pas très différente du soir. De plus, il y a des études qui ont montré que le métabolisme de base, la journée et la nuit, étaient équivalents. Donc le métabolisme de base, ça ne comprend pas l'activité physique. Tu l'as compris, le principal facteur de ta prise de gras sera tout simplement ton apport calorique. Il y a des personnes qui font le jeûne intermittent ou qui suivent la diète OMAD, donc c'est one meal a day. Donc ils ont des repas énormes le soir et pourtant ils sont très très loin d'être gros. Le principal biais derrière cette idée reçue, c'est que les personnes qui mangent tard le soir ou qui grignotent le soir, elles sont grosses car leurs habitudes alimentaires ne sont peut-être pas optimales et c'est surtout qu'elles grignotent le soir. Elles grignotent. Donc même les études le confirment. Contrairement à la pensée populaire, il n'y a aucun lien entre le fait de manger des glucides le soir et le fait de grossir. Il y a même certaines études qui vont dans le sens contraire pour te dire. Alors ok, c'est peut-être pas le meilleur moment pour consommer tous tes glucides le soir car
tu en as peut-être besoin la journée car tu es actif physiquement ou mentalement. Et c'est surtout que si tu prends trop de fibres, du coup, le soir, cela va perturber ton sommeil. Mais la prise d'une certaine quantité de glucides le soir est très importante car elle va favoriser la disponibilité du tryptophane. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de deux hormones, la mélatonine et la sérotonine, donc qui sont les hormones du sommeil. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des remarques, des questions ou même si tu n'es pas d'accord avec moi sur certains points, je t'invite à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve, je l'espère, bientôt. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée. Salut!